Madame, Messieurs, merci de suivre ce dernier numéro de kiosque de la semaine. Nous sommes vendredi 26 mai 2023. L'actualité est dominée ce jour par la manifestation interdite de l'opposition. L'opposition qui devait tenir un sit-in devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante a été interdite, mais ils étaient là sur le boulevard. Le périmètre de la centrale électorale était assiégé par les éléments de la police. Les opposants, les 4 étaient là. Nous allons analyser cette manifestation étouffée hier avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est les séjours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en Chine. Hier, le président de la République était face à la diaspora congolaise. Il a évoqué tous les sujets d'actualité. Le chef de l'État, pour le chef de l'État, l'opposition ne sait pas ce qu'elle cherche. Autre sujet d'actualité, il y a eu la nomination hier au sein des entreprises, de certaines entreprises et institutions. Certains noms reviennent, tels que Baudouin Mayo, Nosumba, Christopher Ngoy et autres. Avec nos deux invités ce matin, Madame, Monsieur, nous allons parler de ce sujet d'actualité. Alors, ils sont à deux. Joseph Kongolo et Walter Couille vont donc analyser l'actualité ce matin. Bonjour Joseph Kongolo. Bonjour Madame, bonjour Walter et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là pour répondre à quelques questions que vous avez prévues et les thèmes évidemment que vous avez sélectionnés pour ce débat. Voilà. Alors Walter Couille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et bonjour à Monsieur Joseph Kongolo. Bonjour aux téléspectateurs de la Radio Liberté Kinshasa et puis Radio Liberté. Voilà, Monsieur Walter Couille. Alors, on commence par ces nominations. Hier, il y a eu des nominations. On a vu certains noms qui sont revenus. Baudouin Mayo, il est député, il est encore nommé. Il y a d'autres noms, Onosumba, plusieurs autres noms, déjà entendus, qui ont encore été nommés. À ce jour ici où s'approche des élections, est-ce important ces nominations? C'est important si seul le président de la République juge de la nécessité de réaménager ou de faire des nouvelles nominations ou mises en place ça et là ou pas, parce que lui seul est le mieux informé de tout le monde. Il sait pourquoi il a fait. Je n'ai pas une très grande lecture par rapport à lui. Ce que nous attendons, ce sont plutôt les résultats. Mais là où je me suis posé autant de questions, c'était à la Sonaïdroc. Ça ne fait pas une année qu'il avait nommé, je crois, c'était si pas octobre-novembre dernier que monsieur Bilomba avait été nommé DG et puis monsieur son ancien conseiller en charge principal en charge des mines Ablavi avait été nommé aussi PCA, mais les deux ont été finalement débarqués. Est-ce que je me pose la question, c'est lié à la guéguerre que nous avons observée il y a 1 ou 2 mois passés s'agissant de la prime et rémunération des administrateurs de cette société. On ne sait pas. Mais je voudrais revenir sur un élément qui est hors sujet, dont vous n'avez pas relevé. Je m'adresse personnellement ou principalement au ministre de la Justice parce que nous avons constaté qu'il y a des pratiques insupportables et inimaginables dans certains lieux de détention, prisons, cachots, où on pousse plutôt les gens à la sodomie. C'est impensable de constater que ça devient régulier, que l'on pousse certains prisonniers hommes à violer plutôt d'autres prisonniers hommes. Pousser. On les pousse. Il y a un témoignage, une vidéo qui circule, c'est la deuxième d'ailleurs. On en a plusieurs depuis plus d'une année. Cette pratique devient récurrente dans nos lieux de détention. Je me pose la question, pourquoi ça n'interpelle personne alors qu'il y a une inspection générale en charge des services pénitentiaires? Que fait l'inspecteur général en charge de ce service? Et pourquoi ça n'émeut même pas le ministre de la Justice ou son collègue des droits humains? Il n'y a pas une semaine passée, une autre vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. J'en ai partagé avec certaines personnes attitrées pour que réponse soit apportée. Il y a une année, je l'avais fait avec certaines personnes attitrées, mais jusque-là, rien n'est fait.
il faut que l'on hausse le ton, qu'on parle fort pour que les autorités comprennent que nous ne pouvons pas condamner les pratiques de l'homosexualité que veulent nous imposer les Européens, mais que nous, dans nos prisons, puissions laisser les gens à violer d'autres hommes ou les femmes à violer d'autres femmes. C'est insupportable, c'est condamnable. Il faut que le ministre de la Justice fasse quelque chose pour que pareilles pratiques ne reviennent plus. Voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ce que j'ai cessé de dire j'en parlais, j'en échangeais avec certaines autorités en privé, mais comme aucune réponse n'a été apportée, j'ai pensé parler un peu plus haut en passant par les médias. Voilà, merci Walter. Alors, mais si je reviens sur, vous avez votre question, les nominations, oui. Parler des nominations, oui. J'ai vu par exemple Madame le DG de la DGDA, les douanes, qui a été nommée ailleurs, et elle a été aussi remplacée par une autre personne. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que elle n'a pas mieux fait ou elle ferait mieux là où elle a été affectée? Mais seul le président de la République sait pourquoi il a nommé. Et l'autre question que l'on doit se poser aussi, c'est pourquoi les mêmes, parce que tu l'as dit, un compatriote m'a posé hier cette question, mais pourquoi les mêmes personnes? Mais pour rire, je lui ai dit, deviens politicien, deviens grand militant politique dans un parti politique, et demain tu seras aussi. Mais ils sont aussi nombreux dans des partis politiques. Pourquoi ils sont nombreux. Les mêmes têtes après avoir, par exemple, dirigé un ministère, aujourd'hui on vous voit PCA d'une grande... Pour Jean-Baudouin Maillot, c'est quelqu'un de pertinent, c'est quelqu'un d'intelligent. Il n'y a aucun débat, à mon avis, sur lui. Il est le seul pertinent, les seuls intelligents dans ce parti politique? Mais pour le moment, si son parti n'a proposé que lui, ils savent pourquoi ils l'ont proposé. S'agissant de l'expérience et de la technicité, il n'y a pas de débat, à mon avis. Au mécanisme national aussi de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le professeur Ntumba Luaba, plan technicité, connaissance du terrain, il n'y a pas de débat. Parce que il était en son temps, dans un passé un peu lointain, secrétaire exécutif de la CIRGL. Bien qu'à la dernière minute, il a eu des démêlés qui ont poussé qu'il ne finisse pas bien son mandat comme tout le monde l'avait souhaité, mais c'est quelqu'un qui connaît la sous-région, c'est quelqu'un qui a travaillé comme secrétaire exécutif, comme je le disais, de la CIRGL. Je crois qu'il va mettre cette expérience à profit et que les ratés qui avaient été observés quand il était secrétaire exécutif de la CIRGL n'impactent pas sur les nouvelles missions qui lui ont été confiées par le président de la République. Alors, vous avez parlé de la technicité, de la connaissance, mais dans la plupart des cas, on présente ces gens ayant de la connaissance, technicité et des résultats. Ce n'est pas toujours ce qu'on a attendu. Non, je veux ajouter un autre élément, technicité, compétence, mais aussi moralité, parce que on oublie souvent la moralité alors que tout le temps, Joseph Kongolo et moi, nous rappelons la nécessité que nous ayons des hommes intègres. Parce que la technicité, l'intelligence ne suffisent pas. Quand vous n'êtes pas intègre, vous n'allez pas donner le meilleur de vous-même ou vous ne serez incapable de rendre service à la société. Vous voyez les ministres, la plupart des personnes qu'on nomme, ce sont des gens très intelligents qui parlent bien, mais pour quel résultat? Donc là, le travail pour lequel ils ont été désignés, c'est de rendre service à la nation, à la population pour corriger les erreurs du passé et remettre l'orbite, la RDC sur l'orbite du développement. Mais si on répète les mêmes erreurs du passé, je crois que l'on va observer des nouvelles nominations ou des permutations dans les jours, les mois qui suivent. Voilà, alors Joseph Kongolo, après ces nominations, les débats notamment sur la toile, c'est les mêmes têtes, les mêmes personnes. Quelle lecture vous faites par rapport à cela? Bon, je crois que Walter a donné un peu les éléments essentiels sur cette question. Je crois plutôt que dans toutes les entreprises et même les structures dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a 1-2 mois, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui relèvent de l'éthique. Vous prenez notre ami Ablavi et Bilomba, qui étaient tous conseillers du chef de l'État, qui ont fait plus de 3 ans côté du chef de l'État. Et quand on est dans une entreprise, ça devient un terrain de boxe, ou je ne sais pas, un terrain de discussion, de débat, là où il faut être ensemble, n'est-ce pas, pour relever, n'est-ce pas, cette entreprise. Et ce sont des choses qui choquent. Et pour ça, je crois que le président, moi j'apprécie le président, il faut les faire partir tous. C'est pas correct, c'est parmi les gens qui ont, en quelque sorte, qui étaient réchauffés
pratiquement à la philosophie du président de la République, et tout de suite après, l'un du président, c'est des guéguerres inutiles à la face du monde. Je crois que la sanction est valable. Mais avec nous, c'est pas des règlements de compte, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec le procès 100 jours. Non, je ne parle pas d'un règlement des comptes. Je voudrais tout simplement dire qu'ils se sont chamaillés avec Ablavi. N'est-ce pas, sur des questions aussi simples qui pouvaient se régler entre eux. Voyez-vous, il y a un président du conseil d'administration et puis il y a eu le DG. Donc, c'est des questions qui devaient se régler pratiquement à l'interne. Mais c'est sorti sur les médias, dans les journaux et partout. Et écoutez, quelque part, il y a l'éthique. Il y a l'éthique, il faut respecter l'éthique, il faut respecter l'entreprise et même la personne qui vous a nommé, madame. Donc, je crois que la sanction est bonne. Il faut les écarter tous les deux. Et de cette manière-là, ils vont avoir une bonne leçon. Bon, je crois que, comme Walter l'a dit, c'est le président de la République lui-même qui reçoit les rapports, n'est-ce pas, de chaque structure et qui connaît pourquoi tel est parti, pourquoi tel autre, n'est-ce pas, est resté. Au niveau des nominations, écoutez, le président, il n'a pas la majorité absolue au Parlement pour diriger seul. Donc, il doit faire appel, n'est-ce pas, à des collaborateurs. Il doit faire appel à des collaborateurs. Et effectivement, vous avez Maillot de l'UNC, qui a une compétence connue et reconnue d'ailleurs. Et puis, vous avez, par exemple, le professeur Toumba, sur lequel on ne peut plus revenir. Donc, moi, je crois que... mais plutôt la leçon, et ce que j'apprécie chez le président de la République, c'est qu'il est dans une logique de continuité. C'est-à-dire que le président n'est pas bousculé dans sa casquette de président de la République par les échéances actuelles, par les échéances électorales de cette année. C'est-à-dire quoi? Et il considère, n'est-ce pas, il considère qu'il est dans la casquette de président en exercice de la République démocratique du Congo et qui doit gérer jusqu'à la dernière minute, n'est-ce pas, sans être bousculé par les échéances. Parce qu'en fait, en réalité, c'est au 24 janvier 2024, n'est-ce pas, qu'officiellement ou légalement, le pouvoir devra, n'est-ce pas, que le mandat se termine. Et alors, jusqu'à la dernière minute, il doit agir, réagir comme un président de la République en fonction avec les temps qui restent. Oui, malgré le temps. Malgré le temps. Promus vont faire. Malgré le temps. Écoutez, il y a une continuité dans l'entreprise, madame. Il ne faut pas toujours considérer. Le président de la République, quand il est arrivé, il a trouvé le projet des sautes de moutons dans les tiroirs. Il a trouvé plusieurs projets dans les tiroirs et il les a continués. Il y a une continuité. Même dans les entreprises, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas toujours croire que. Vous croyez qu'il a été nommé pour s'arrêter en même temps avec le président de la République? Non. Dans les entreprises, il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat comme en politique. Voyez-vous? Donc, il les a nommés. Effectivement, il va les astreindre à des objectifs précis. Donc, c'est tout à fait normal. Et ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie. Voilà. Merci, Joseph Kongolo. Alors, on prend un autre sujet. C'est la manifestation de l'opposition qui a été étouffée hier. Ils étaient quand même là sur le boulevard. On a vu Moïse Katumbi, Fayoulou, Sessanga et Matata Ponyo. Ils étaient là sur le boulevard, bien que c'était vraiment encerclé par la police sur le périmètre de la CENI, Walter Couille. Quelle lecture vous faites par rapport à cette manifestation qui n'a pas eu lieu parce que l'hôtel de ville avait exigé à ses opposants de se constituer en un groupe de 10 pour aller déposer leurs préoccupations auprès de la CENI, chose qu'ils ont rejetée. Malheureusement, on n'est pas sorti de l'auberge. On répète ce qui s'est fait dans le passé. C'est pourquoi les uns et les autres ne peuvent pas se condamner. Je me posais une question quand ils ont fait quand ils ont annoncé qu'ils feraient un sit-in devant les installations de la CENI. Je me suis demandé si on les laissait aller jusque devant les installations de la CENI. Il y a une grille métallique qui empêche tout accès incontrôlé. Ils feraient quoi? Si on les laissait toute la journée devant les installations de la CENI, qu'est-ce qui aurait changé? Par contre, ce qui est nécessaire, c'est écouter leur message, comme le leur a proposé le vice-gouverneur, écrivez, constituez une délégation, et puis la délégation ira déposer votre indignation, mémo ou quoi, au bureau de la CENI. Mais ils ont dit, pas question, nous allons organiser un sit-in. Je propose que prochainement, qu'on puisse les laisser faire le sit-in devant les bureaux de la CENI. Et on dit que c'est une zone neutre. Non, il n'y a pas de zone neutre. La zone neutre, c'est accéder à l'intérieur. Mais ils ont dit devant les installations, donc sur le boulevard.
que de paralyser une partie de la ville avant midi. Nos amis, collègues, ainsi de suite, qui travaillent de ce côté comme vous avez eu de la peine pour accéder. Et pourtant, c'est une zone hautement mouvementée et qui a beaucoup d'activités. Prochainement, qu'on les laisse, je ne sais pas s'ils seront 10 000, 20 000 devant les installations de la CENI. Je propose vraiment qu'on les laisse devant les grilles de la CENI, qu'on observe ce qui va se passer. Qu'on le laisse, je sais que les services prendront des mesures pour qu'il y ait filtration afin que les gens ne viennent pas avec des pierres pour les lancer vers l'enceinte ou dans l'enceinte de la CENI. Par contre, j'ai toujours été, depuis que ce bureau a été installé, j'ai toujours eu beaucoup de doutes et beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que la désignation, par exemple, de M. Didi Manara, à mon avis, n'était pas régulière. Je me rappelle que Didi Manara avait été radié de son parti quelques jours avant que l'Assemblée nationale ne puisse le nommer. Or, la loi dit que c'est le parti qui présente un candidat. Plusieurs fois, on est revenu sur ces débats-là, aussi bien au niveau entre acteurs politiques, même les journalistes. On n'a jamais demandé, on n'a jamais su qui du PPRD a signé, a donné mandat pour que Didi Manara se retrouve aujourd'hui à la CENI. Changer cette personne, à mon avis, ne poserait pas problème. Ça, c'est déjà fait. Quelques mois, ça, c'est déjà fait. Rappelez-vous quand l'abbé Malumalu est mort. Le PPRD avait poussé le vice-président André Pungwe à démissionner. André Pungwe avait démissionné. La même année, Madame Chantal Ngoï du MSR de Pierre Lumbi, feu Pierre Lumbi, qui venait de quitter aussi la MP, avait été poussée à la démission. On avait changé, je crois, 4 ou 5 personnes dans le bureau de la CENI. Le processus ne s'était pas arrêté parce que le gros du travail, c'est le secrétariat exécutif de la CENI. Donc, l'administration de la CENI qui fait le travail. Le bureau politique ne donne que des orientations. Pensez-vous que si aujourd'hui, une bombe tombe, il n'y aura pas élection? Si Denis Kadima meurt aujourd'hui, il n'y aura pas élection? Non. Je ne lui souhaite pas la mort. Mais c'est pour dire que nul n'est irremplaçable ici-bas. Mzé est mort, Lumumba est mort, le Congo continue. Si on change Didi Manara comme le souhaite le PPRD, moi je crois que la machine ne va pas arrêter. Il y aura élection selon le calendrier déjà publié. Ça c'est déjà fait. J'ai cité les gens qui avaient été remplacés. Par contre, là où moi je dis que ce n'est pas faisable, c'est quand les opposants disent qu'il faut aussi changer à la Cour constitutionnelle. Non. On va demander maintenant à Joseph Kabila, à Moïse Katumbi, donne un candidat pour que le président le nomme. Non, tout se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Ça se passe comme ça. On ne peut pas reprocher au président de la République de nommer les gens de son obédience. Mais rappelez-vous, Trump a fait quoi avant qu'il ne parte? Parce que là, quand on nomme aux États-Unis les membres de la Cour constitutionnelle, quand ils sont nommés, c'est jusqu'à leur mort. Il a profité des 2 juges qui étaient morts pour nommer des juges ultra, donc acquis à la cause républicaine. Ça se fait comme ça. Voyons un autre cas de la France. Macron a nommé un ancien ministre, Fabius, qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, chez eux. C'est comme ça. Ma vision, je nomme les gens selon ma vision pour implémenter ma vision. C'est comme ça. On ne peut pas dire non, c'est la Cour constitutionnelle. Vous venez, opposant, donnez-moi votre... Ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un circuit par lequel ça se passe. Cependant, s'agissant de l'éviction du professeur Kalouba, l'éviction n'était pas régulière parce que la loi dit qu'il faut que l'éviction commence à partir de 3 ans. Or, il n'avait pas totalisé 3 ans. Je pense qu'il y a mieux de faire. Il faut corriger, éviter les erreurs du passé parce que l'idéal est que le président fasse bien son travail, répondre aux aspirations de la population et pas reprendre certaines recettes des régimes passés Mobutu ou Kabila pour essayer de s'aménager, de s'accommoder certaines choses. Donc mais, pour vous, pour que l'opposition soit apaisée, il faut qu'on réponde à certaines préoccupations de l'opposition. Surtout pour la CENI, il y a un torse dans la nomination de M. Didi Manara. Il faut que le PPRD rentre dans ses droits, c'est ce que veut la loi. Pour ça, je crois que si on change, la machine ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Voilà, Joseph Kongolo, l'interdiction de la manifestation
Qu'est-ce qui a poussé les autorités à interdire la police à empêcher l'accès au siège de la CENI? Est-ce que c'est par peur s'il y avait dérapage ou débordement, la police ne serait pas en mesure de faire face à cela ou quoi? D'abord, merci. Je voudrais d'abord dire qu'il y a une incompétence politique collective de notre opposition. Une véritable incompétence collective politique. Madame, quel était l'objectif de la manifestation? Parce que chaque manifestation a un objectif. C'était quoi? C'était quoi? Le sit-in, là. Quel était l'objectif? C'était quoi, en fait? La première manifestation, ils ont dit, nous, contre la crise, contre tout sur le processus chaotique. Mais la deuxième manifestation, quel était l'objectif précis de cette manifestation? La récomposition de la CENI, parce qu'ils sont allés à la CENI, à ce qu'on puisse... Ils l'ont déjà dit. Les processus électoraux... On leur a proposé de faire un mémo, parce que ce n'est pas le sit-in. Il fallait quand même entrer en contact avec les autorités de la CENI, ou déposer un mémo. C'était ça l'objectif d'un sit-in. Quand vous terminez, de bloquer la circulation, n'est-ce pas? C'est ça le sit-in. Mais hier, on a bloqué, en empêchant... C'est ce que je dis. Le périmètre était vraiment... Même l'objectif d'un sit-in, quand ils sont là, ils vont bloquer la circulation sur le boulevard, la circulation des parages, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. Et puis après, on doit déposer un mémo. C'est ce qu'on leur a proposé. Ils ont refusé. Je vais vous dire une chose très importante, madame. Vous savez, quand vous prenez un type comme Étienne Tshisekedi, il est dans un contexte, n'est-ce pas, totalement différent de celui d'aujourd'hui. Si vous voulez faire comme Étienne Tshisekedi aujourd'hui, vous allez échouer. C'est une incompétence. Comment ça? C'est le cas. C'est le cas. On vous donne l'itinéraire. Au lieu de discuter l'itinéraire, vous préférez aller faire autre chose. Et quand on vient vous disperser, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de démocratie du Congo. Madame, qu'est-ce qu'on parle de quoi? Vous parlez d'Étienne Tshisekedi. C'est un exemple. À l'époque, il a respecté l'itinéraire. Je vous donne un exemple. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tshisekedi était devant un dictateur. OK? Qui ne voulait rien. Il n'y avait même pas de règlement pour les manifestations. Il faut demander l'autorisation. Ça n'existait même pas. Vous comprenez? Et il était obligé de forcer la chose, n'est-ce pas? Question de se créer dans l'opinion. C'est qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des lois qui règlent toutes ces choses. Il faut les respecter. Avant, il n'y avait pas des lois. Si l'opposition avait quelque chose à montrer à l'opinion, ils devaient profiter de cette occasion pour montrer ce dont ils étaient capables de le faire. Ils ne l'ont pas fait. C'est ce que j'appelle l'incompétence politique. Ils n'ont pas de capacité. Quand ils sont collectivement ensemble, ils manifestent cette incompétence politique. Donc, l'objectif de ce sit-in, c'était d'apporter ces desiderata, n'est-ce pas, auprès de la CENI. C'était ça, je pense. C'était pas de remplacer, d'enlever Didi Manara ou encore, non. C'était d'apporter ces desiderata, ces demandes politiques auprès d'eux. Mais il fallait le faire, la proposition était bonne. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? C'est pourquoi je vous dis qu'il y a une sorte d'incompétence. Mais ils ont été empêchés même de... Empêchés de faire quoi, madame? On leur a demandé de constituer une délégation d'au moins 10 personnes avec votre mémorandum et vous allez entrer en contact avec le bureau de la CENI. S'il y a un mémo qu'il faut déposer, vous le déposez. S'il faut des contacts ou des discussions, n'est-ce pas, en présentiel, vous le faites. C'était ça qu'on leur a demandé. Et je crois que c'est l'idéal. Mais Walter a dit qu'on devait les laisser accéder, peut-être... Non, madame, pas accéder dans la CENI. Non, devant, oui. Oui, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'on avait barricadé le périmètre. Non, j'ai dit ça pourquoi? Le communiqué était clair. J'ai dit ça pourquoi, excusez M. Joseph Kongolo, j'ai dit ça pourquoi? C'est pour que demain on ne dise pas que non, on nous a violentés. Laissez-les jusque devant la CENI là. Même pendant un mois, qu'ils viennent chanter, crier. Si les choses vont changer ou si le mur de Jéricho va se casser, va se briser, ok, mais si le mur ne va pas tomber, ça ne sert à rien. C'est comme il le dit, faites votre demande sur papier, adressez-vous à Kadima, le calendrier là, qu'est-ce que vous reprochez, ainsi de suite, et voir. D'ailleurs, il y a un cadre de concertation qu'il faut réactiver de temps en temps. Généralement, toutes les oppositions n'aiment pas aborder pareille question dans un cadre de concertation. Ils veulent déporter le débat ailleurs. Mais moi, je souhaite qu'il arrive un moment où pareil débat, pareil échange technique se fasse entre techniciens et pas entre acteurs politiques qui ne maîtrisent presque rien. Je ne les citerai pas tous. Mais croyez-vous que tous ceux qui étaient dans la rue hier maîtrisent bien la machine électorale? Non. Même les leaders, mais est-ce que vous croyez qu'il y avait ce cadre-là que vous souhaitez, concertation, est-ce qu'ils allaient être dans la rue? C'est parce qu'ils... Madame, est-ce qu'ils ont fait la demande? C'est ça la question. C'est ça la question.
On ne leur refuse pas le droit de manifester qui est constitutionnel, mais j'insiste sur la nécessité de faire le distinguo entre le bruit et puis le travail technique qui nécessite des intelligences travailler en coulisses. Ils le savent, c'est pas à moi de leur apprendre que la diplomatie, c'est surtout le souterrain, pas le spectacle. Madame, c'est la deuxième partie de ma réponse à votre question. Oui. Je voudrais dire, cette incompétence se manifeste par la routine. Faire comme on avait fait, comme on a toujours fait. Walter vient de le dire tout à l'heure, il faut changer de méthode, de lutte politique. Les choses changent. Vous avez maintenant la possibilité de faire des manifestations, de parler comme vous voulez. C'est qu'il y a un petit changement, il y a un changement. Alors, il faut aussi raffiner votre méthode de lutte politique. Dites-moi, après la marche reprimée, sévèrement, dans la violence par la police, quel est le discours qu'ils ont tenu? Est-ce qu'ils ont fait un briefing, ils ont fait un discours qui peut être entendu par la communauté internationale, l'opinion nationale, par les politiques, et qui peuvent engendrer un discours? Non. Un débat? Non. Monsieur Joseph, pourquoi vous ne tolérez pas ce que hier le pouvoir était en train de faire? Madame, je suis en train de vous dire. 32 ans dans la rue. Mais je vous réponds. Je vous réponds. C'est la réponse à cette question. Je dis que l'opposition doit changer de méthode de lutte. C'est pas à vous de les dicter la façon de s'y prendre. Ils sont dans la routine, madame. Ils sont dans la routine. Ils sont dans la routine. Ils doivent faire comment, par exemple? Il faut procéder par d'autres méthodes. Effectivement, ça demande de l'argent parce que c'est une consultation, mais je le dis quand même. Est-ce qu'après la marche, ils ont fait un discours cohérent pour présenter le problème? Ils n'ont pas marché, ils ont été étouffés. Non, non, je parle d'abord de la marche de... Oui, mais effectivement, même ça aussi, c'était étouffé. Écoutez, madame, ok, ça a été étouffé. Est-ce qu'ils ont exprimé ça dans un discours cohérent qui pouvait être valable, discutable, n'est-ce pas, auprès de l'opinion nationale internationale? Non. Ils ont commencé à dire des choses. Nous avons trouvé des douilles ici, dans nos véhicules. Or, les douilles, c'est une mauvaise communication. Les douilles des balles tombent là où on tire. Vous voyez? Donc, je vous dis tout simplement qu'il y a de l'incompétence collective politique de notre opposition. Et il doit faire un effort dans ce sens-là. Walter disait tout à l'heure qu'il faut remplacer Didi Manara. Mais madame, finalement, nous négocions avec qui? Ce sont les acteurs politiques adultes quand même. On a demandé au PPRD d'envoyer les délégués. Ça nous a pris 3 mois. 3 mois. Le PPRD a refusé. Catégoriquement refusé. Et l'ont déclaré. Alors nous on fait quoi? Et tout de suite, il y a une scission au niveau du PPRD. Une scission au niveau du PPRD ou du FCC, je ne sais pas. Il y a eu des révolutionnaires, ils se sont appelés, je crois, des révolutionnaires, hein, avec Tamba et les autres. Moutamba et les autres. Et ils ont envoyé leurs délégués, qui sont reconnus comme étant membres du PPRD. Sauf qu'ils n'avaient pas qualité. Ceux qui ont envoyé n'avaient pas qualité. Attention, Didi Manara était le président du groupe parlementaire du PPRD et tout passe par lui. Mais c'est au Parlement que ça ne revenait pas pourtant. Ça ne revenait pas pour autant lui des photos des Attendez, effectivement, c'est au Parlement que ça se passe. Et ça se passe par le représentant, n'est-ce pas, du PPRD au Parlement. Mais on l'avait pas reconnu, c'est ça. Non, le problème est que non, écoutez madame, nous n'allons pas entrer dans les guéguerres à l'intérieur du PPRD. Mais nous voyons ce que nous disent les textes. N'est-ce pas? Même si c'est le parti qui donne, c'est toujours au niveau de l'Assemblée que le jeu se passe, ça ne se passe pas en dehors de l'Assemblée. Et ça passe par le président de la Chambre, le président du groupe parlementaire. Et on le présente, on a grillé ces choses. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que Didi Manara n'est pas cadre du PPRD ou n'est pas cadre du FCC. Vous voyez? Donc, vous ne n'avez pas créé un vide. Nous avions déjà perdu 3 mois. Aujourd'hui, tout le monde réclame. Au 20 décembre, ni 1 minute, ni 1 heure et tout ça. Mais on oublie qu'on a perdu beaucoup de temps. 3 mois durant pour choisir un délégué. Pour choisir les délégués du PPRD. Et on va laisser un vide parce que, bon, le PPRD a refusé. Écoutez, madame, le vide, la nature a horreur du vide. Il a été vite complété. Vous voulez dire quoi? Comme l'opposition n'est pas cohérente, c'est que vous avez affirmé tout à l'heure. C'est leur problème, ça c'est pour la on ne doit pas les autoriser à manifester. Ils doivent changer des méthodes. Non, je n'ai pas dit ça. Moi je leur suggère plutôt il faut changer de méthode, n'est-ce pas? Quand vous trouvez que les anciennes méthodes ne produisent plus de fruits. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça, madame. Mais pourquoi est-ce qu'eux n'observent pas ce qui se passe ailleurs?
dans les vieilles démocraties, dans d'autres pays qui sont développés démocratiques. Ils ne voient pas comment les gens changent. C'est parce comment on a vu les gilets jaunes en France, les gens manifestent. Non, les gilets jaunes, les gilets jaunes ne sont pas des acteurs politiques. Les gilets jaunes, ce sont qu'un exemple non, les gens manifestent. Ce sont des acteurs, Madame Gisèle, c'est-à-dire que c'est pour démontrer seulement que même dans ces vieilles démocraties dont vous faites allusion, les gens manifestent. Madame non, moi Gisèle, je n'ai pas refusé la manifestation. Je voudrais plutôt capitaliser et les échecs. Allez, je vous donne un exemple, madame. Le régime a reprimé la manifestation. Vous savez que c'est une fenêtre qu'on a donnée à l'opposition de fustiger le régime et de construire un discours. Vous savez ça? C'est une erreur du régime qui devait être capitalisée dans un discours cohérent. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ils sont là comme des gens révoltés. C'est-à-dire, comme le président l'a dit, des gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas sans savoir ce qu'ils veulent. Merci. Malheureusement, c'est quelque chose. Oui, pour Didi Manara, j'insiste, c'est le parti politique qui désigne et envoie la liste ou le papier au bureau de l'Assemblée nationale. Si le bureau n'est pas d'accord, il redemande au parti. Un dissident ou quelqu'un qui est radié n'a pas qualité de venir présenter au bureau. Ça, c'est la loi le dit, c'est clair, il n'y a pas matière là à discuter. Mais s'agissant des manifestations, les opposants ont droit de manifester. Mais pour votre exemple là des gilets jaunes, ça ne tient pas parce que... Ça ne tient pas, mais c'était juste pour dire que oui, ailleurs aussi on manifeste. Oui. Les gens manifestent et ce que nous souhaitons, la police devra un jour devenir professionnelle. Il ne faut pas, comme nous le disait le général, le commissaire divisionnaire Kanyama, recruter tous les ratés de la société et les verser dans la police pour attendre qu'ils fassent un travail de qualité. Non. Parce que, vous voyez par exemple ce que j'ai vu hier, Franklin Chamala, c'est un ancien ministre que j'ai vu se faire gifler par, je ne les appellerai pas des brigands, mais le comportement de la police hier pour ce cas était regrettable. Pas seulement qu'il soit un ancien ministre, c'est un parent. Il était inoffensif, entouré d'une vingtaine de policiers, mais en train de se faire rouer des coups. Je ne sais pas, il faudra que les gens parlent combien de fois pour que cette police, un jour, arrive à faire un travail de qualité. Parce que quand vous avez déjà maîtrisé quelqu'un, pourquoi le frapper? Quand quelqu'un est inoffensif, pourquoi le frapper? C'est ça la question que l'on devra se poser pour qu'un jour, nous ayons une police qui fasse bien le travail. On ne devra pas comparer que non, aux États-Unis, si vous osez, on vous tire dessus, ou en France, il y a eu des gens éborgnés avec les manifestations des Gilets jaunes. Mais l'idéal est que la police fasse bien son travail, qu'on évite des dérapages de part et d'autre. Mais s'agissant de l'opposition, ils ont droit de revendiquer, d'organiser autant de marches qu'il faut. Mais pour quel objectif? Parce que l'objectif, il faut qu'ils puissent l'atteindre. Si l'objectif n'est pas atteint, à quoi bon le faire? Monsieur Joseph Kongolo parlait de changement des logiciels. Oui, il faut que l'opposition change des logiciels. On ne peut pas faire l'opposition aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans passés. Les temps et les circonstances ont totalement changé. Raison pour laquelle l'opposition doit revoir son logiciel pour apporter le débat, à mon avis, plutôt hausser la qualité du débat ou de leur action, militantisme, pour qu'il y ait changement. Parce que c'est une alternative qu'ils doivent apporter tous. Tshisekedi gère mal le pays, mais vous, en contrepartie, quelle est votre donne, quel est votre plan, quel est votre schéma que vous devez apporter à la population pour que l'on sache que ces gens, si on leur confie le pouvoir, demain, le pays sera mieux. Mais malheureusement, notre pays reste le même de part et d'autre. Ce sont presque les mêmes personnes. Vous voyez, les gens qui étaient du PPRD aujourd'hui, ils sont devenus plus tshisekédistes que les gens qui étaient avec Tshisekedi, comme les Fayoulou ou comme les Katumbi, qui ont passé presque de 2011 jusqu'en 2018 ensemble. Plus que même les parlementaires debout. Voilà. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens du PPRD, les Bahati et tous les restes. Bon, moi, des fois, quand je les regarde, je me pose autant de questions. C'est de la folie ou quoi, au juste. Mais c'est notre société, raison pour laquelle je reviens à dire ce que Joseph Kabila disait. Il n'a pas réussi à changer le Zaïrois. C'est le premier chantier. Le président de la République, l'actuel,
s'il va remplir ou que celui qui va le succéder fasse le nécessaire pour changer l'homme congolais, pour que nous ayons du moins une société qui se transforme à partir de ces hommes. Sinon, Félix attend une femme. Il dit qu'il doit être succédé par une femme. Non, ça c'était... Non, il va trouver son deuxième mandat. Il a dit hier en Chine, hein? Ça soit une femme. Je sais que c'est quelqu'un de très équilibré qui veut, qui fait la promotion de femmes, oui. On ne prive pas aux femmes de postuler à la présidence. J'ai vu Marie-Joseph Ifoku. Elle a obtenu combien de voix par rapport à Martin Fayoulou ou à Chadari? Il ne suffit pas. On ne va pas nommer. On ira aux élections. Qu'elles aillent dans le parti politique ou sur les listes électorales. Mais si vous, Madame Gisèle, vous n'allez pas, ne vous attendez pas à ce qu'on vous offre le pouvoir comme ça, que Félix Tshisekedi dise il n'y a pas élection. C'est F. Bazaïba ou... Julien Lusenge qui devient président de la République. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas un cadeau. La politique, c'est un combat, c'est un rapport de force. Il faut s'engager avec beaucoup de détermination pour espérer atteindre un objectif. Alors, devant la diaspora en Chine, les chefs d'État parlent de l'opposition, qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils soupçonnent même l'opposition d'entretenir un agenda caché pour boycotter les élections et installer la désolation dans les pays. Il a essayé de comparer un peu avec ce que fait le Rwanda. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, madame, je donne en partie raison au président de la République pour une raison bien simple. Quand vous suivez les médias étrangers, les médias internationaux, nous les Congolais nous sommes distraits. Nous ne comprenons pas la marche du monde. Nous ne savons pas nous projeter dans 10, 15, 20, 30 ans. Aujourd'hui, il a été démontré, noir sur blanc, que le Congo est très convoité. Nous savons que le monde est en redéfinition. Ça veut dire que l'ancien ordre est en train de s'écrouler et qu'il y a un nouvel ordre en chantier dans ce désordre. Et dans ce désordre, chaque nation cherche à se positionner, tirer des profits, voir ce qu'il peut offrir pour gagner des places dans le nouvel ordre mondial. Et le Congolais, il a déjà compris qu'il est convoité. Il faut être avec le Congo pour être plus puissant. Il faut contrôler les sources des matières premières du Congo. Il faut être avec le Congo pour prendre l'avance sur les autres, l'avantage sur les autres. Et nous, Congolais, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Et en particulier l'opposition. En particulier l'opposition. Je veux bien qu'il y ait une opposition forte en République démocratique du Congo pour encourager l'émergence de la démocratie. Je veux bien. Mais celle que nous avons, madame, celle que nous avons, ne comprend pas qu'on doit aller dans une dynamique, même si on est dans l'opposition, on est dans une dynamique de consolider la présence du Congo, de consolider le Congo, d'abord l'intégrité du Congo, et ensuite, il faut que le Congo gagne des places dans le nouvel ordre mondial, et nous sommes là, dans le viseur de la communauté internationale. Ça, ils savent. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour à la fois maintenir le Congo et jouer au jeu politique à l'interne. Alors, quand l'opposition dit qu'ils manifestent pour la vie chère, pour le processus apaisé et autres, madame, mais le chef dit qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire quoi? Très bien, madame. Matata Pogno, financier. Docteur, je ne sais pas, il est déjà professeur? Il est docteur. Il est docteur. Qui d'autre encore? Vous avez... c'est Sanga, licencié juriste, je crois. Il doit être juriste. Docteur aussi. Docteur aussi. Vous avez qui est Fayoulou. Financier. Financier. Est-ce qu'ils ne suivent pas les informations pour comprendre que depuis la guerre de l'Ukraine, depuis la Covid, la vie chère, c'est dans tous les pays du monde, sans distinction aucune. Est-ce qu'eux ne sont pas capables de comprendre ça? C'est au même niveau. Madame, je vous dis que chez nous, c'est même atténué parce que l'État est en train de subventionner le carburant. Je vous dis, suivez les informations. Prenez le temps de suivre les médias étrangers. Vous allez comprendre que même le prix du carburant ici chez nous, c'est de loin moins cher par rapport aux États producteurs de pétrole. Est-ce qu'eux ne savent pas ça? Ils veulent profiter de l'ignorance de la majorité des Congolais? Je veux bien, mais construisez un discours cohérent. Il faut construire un discours cohérent. Merci. Alors, un autre point abordé par les chefs de l'État, c'est le conflit Tekia-Kalankwamout. Il soupçonne même le Rwanda d'être derrière ces conflits. On a suivi dernièrement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a parlé d'une main noire qui serait même au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer directement cette main noire au lieu de continuer à la dénoncer? Par rapport, je veux plutôt commenter par rapport aux propos de Peter Kazadi. Bon, à son niveau de responsabilité,
Soit ils citent la personne, soit on arrête les personnes et on les défère devant les instances judiciaires. On ne peut pas, à un certain niveau de responsabilité, continuer de dire que c'est une main noire sans identifier la main noire. Non. Nous pouvons le dire parce que nous ne savons pas, nous ne gérons pas les services d'intelligence, mais les services déployés sur terrain, aussi bien dans les territoires de Kwamouth, parce que c'est Bagata Kwamouth, Kenge, et puis le territoire ou la commune de Maluku. On doit identifier, les services d'intelligence doivent suffisamment faire leur travail pour permettre à l'autorité de prendre la meilleure décision ou de faire une déclaration intelligible. Nous, vous et nous disons que nous ne connaissons pas celui qui tue. Le ministre de l'Intérieur dit aussi qu'il ne connaît pas celui qui tue. Mais finalement, qui va connaître la personne qui tue? Il gère les services d'intelligence, il doit leur donner les moyens ou des instructions fermes qu'on déniche l'auteur, aussi bien les auteurs matériels, donc ceux qui tuent sur terrain, on les arrête, mais qu'on déniche, s'il y en a, les auteurs intellectuels, pour que demain, on sache que c'est tel qui a posé de tels actes, c'est tel qui a incité et qu'ils répondent de leurs actes. On soupçonne le Rwanda. Bon, c'est très compliqué, très difficile. On dit le Rwanda a acheté les terrains, des hectares de terrain de l'autre côté de la rive. Le Rwanda est libre d'acheter le terrain où il veut et le Congo-Brazzaville est libre d'acheter, de vendre le terrain à qui il veut. Mais c'est à nous d'être sérieux, de savoir comment gérer notre pays et éviter des infiltrations. S'il y en a, parce qu'on dit le long de la rivière, pas seulement ici, mais toutes nos frontières sont poreuses. Mais qu'est-ce que l'on fait pour que demain, on n'indexe pas tel ou tel autre pays? C'est de notre responsabilité, parce que les autres nations ne vont pas s'arrêter parce qu'au Congo, ça ne marche pas. Non. C'est question d'intérêt des uns et des autres. Si le Rwanda estime que pour qu'ils vivent mieux, il faut continuer à faire la guerre à l'Est, j'insiste sur la nécessité que nous puissions nous approprier notre lutte et pas tout le temps compter sur les autres ou indexer les autres. Les autres ne vont pas nous laisser libres gérer notre pays s'ils constatent que le retour de la RDC sur la scène internationale va empiéter ou va handicaper leurs intérêts. C'est à nous de nous organiser et les services doivent faire le travail comme il se doit. Mais ce conflit est lointain. Monsieur Joseph Kongolo, avec qui on parlait ici avant le début de l'émission, on a parlé d'un problème foncier au départ. Je me rappelle, la société civile du Grand Bandundu avait fait une déclaration en son temps. Nous sommes 2021. C'est en 2021, ils viennent ici. Monsieur Kankonde Gilbert est encore ministre de l'Intérieur. Ils lui donnent un mémo. Ils répertorient les villages et les chefferies où il y avait un problème de conflit foncier entre ceux qui sont venus, Yaka, Luba, Yansi, Tetela, qui sont aujourd'hui, même les Bangala dans le plateau des Bateke, et les populations autochtones qui sont les Teke. Rappelez-vous qu'au plateau des Bateke, il y a un village qui s'appelle Nganda Bangala, construit par les Bangala. C'est au plateau de Bateke, sur la route qui mène vers Bandundouville. Ils se sont établis depuis plusieurs décennies, plus de 50 ans. Mais ce que l'on ne veut pas, ce qu'on ne doit pas leur autoriser, c'est établir une chefferie. Or, avec le temps qui est passé, il y a eu des laissés-aller où des populations non autochtones sont venues et après avoir acheté des terres, ont établi leur chefferie là-bas. Ça ne se fait pas selon le droit, les lois de notre pays. Et c'est la genèse du conflit. Ils ont détaillé tout ça. Ils avaient déposé le mémo en 2021. Ils sont revenus en 2022, l'année passée au mois de février. C'était Asselo qui était le ministre de l'Intérieur. J'étais là. Je me rappelle à la sortie de l'audience qu'on leur avait accordée, le directeur de cabinet de l'ancien ministre de l'Intérieur leur dit qu'ils étaient trop alarmistes. Nous sommes au mois de février. Il lui rappelle que vous devez faire quelque chose pour éviter le pire. Et la situation a pété au mois de juillet. Si on avait pris toutes les précautions, régler ces problèmes fonciers au départ, parce que certes, la main noire profite des problèmes déjà existants.
Or, s'il n'y a pas de problème existant au départ, il n'y aura pas de ménage à venir profiter. Le chef de l'État, au cours de cet échange, Joseph Kongolo, au sujet justement de cette agression rwandaise, il dit qu'au-delà des jérémiades, nous avons décidé d'agir cette fois-ci, agir intelligemment. Nous n'avons pas voulu faire de réactions épidermiques qui allaient leur donner l'occasion de se faire feu dessus et les afficher ainsi comme victimes de haine et d'acharnement. Votre lecture, on sent la détermination pour mettre fin à cette guerre d'agression. Vous avez compris que le président a donné la stratégie sans donner la méthode de travail. Ou c'est plutôt la méthode de travail sans donner la stratégie. Ça veut dire qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de méthode. C'est ce que ça veut dire. Mais en fait, sans dévoiler la stratégie en question. C'est quelle méthode? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui va se passer? Plus des jérémiades. Oui, effectivement. Ça dit qu'on n'en parle plus. Apparemment, c'est comme si on ne parle plus de l'Est. Ça dit qu'on travaille en coulisses. C'est ce que ça signifie. On travaille en coulisses sans beaucoup de bruit. Et on est en train d'affûter d'autres stratégies pour pouvoir mettre fin à cette histoire de l'Est. Effectivement, je suis d'accord. Je vous dis que dans la délégation du chef de l'État, il y a un ministre de la Défense. Qu'est-ce qui a été référé? À votre avis? Nous sommes allés pour un problème économique, essentiellement. Mais il y a un ministre de la Défense dedans. Et j'apprends même qu'il y a déjà 2 drones qui sont arrivés. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils ont changé de méthode. Ils ont compris qu'il faut compter sur la République démocratique du Congo, que compter sur les amis qui viennent de la gauche et de la droite, et qui sont en train d'affûter des stratégies qui peuvent, n'est-ce pas, accrocher pratiquement et voir comment mettre fin à cette guerre de l'Est. Au moins, il n'a pas dévoilé. Mais je voudrais revenir sur ce que Ouattara a dit tout à l'heure. Oui, madame. À propos des conflits, je le dis sincèrement, que tant que le ministère de l'Intérieur n'a pas des gens compétents, tant que le ministère de l'Intérieur n'a pas des gens compétents, tant que, au niveau des administrateurs de territoire, il y a des gens qu'on ramasse dans la rue, sans comprendre que le véritable siège du pouvoir à la base, c'est d'abord cet homme-là qui est la pièce maîtresse de l'exercice du pouvoir à la base. Si vous ramassez des gens, vous les mettez là-bas croyant que c'est un pouvoir éloigné, alors que c'est le fondement, c'est la base même du pouvoir au niveau local, eh bien c'est une erreur. C'est la première chose. Vous avez pris des gens sans former, vous les mettez là, les militants des partis politiques, parce qu'il a été fidèle, parce qu'il a été engagé sur le front quand on fait la marche, parce que lui a emmagasiné plus de gaz lacrymogène, eh bien on peut lui payer. Vous prenez messieurs comme ça, vous les mettez au niveau de l'administration du territoire, enfin au niveau de... comme AT, comme administrateur du territoire, eh bien vous avez gâché les choses. Parce que là, madame, il se passe, tout le ferment des conflits communautaires se passe là-bas. Alors si vous n'avez pas des gens rodés, formés, suivis, eh bien, vous avez toujours le résultat est là. Le résultat Alors, est on là. permet 30 secondes, Doudou Motiri, par rapport, il a parlé de bilan, le chef d'État, il parle de son bilan. Une question lui a été posée dans ce sens-là, Walter. Oui, il dit son bilan est encourageant. Le bilan est encourageant et moi je salue d'ailleurs ce réveil un peu tardif de reprendre la main avec les Chinois parce que les Européens nous ont endormis avec Mike Hammer qui faisait tout le temps des déplacements ici. Il nous a amené General Motors et d'autres entreprises américaines en 2019 qu'ils vont investir en RDC. General Motors, oui, je le disais. General Motors et General Electric. Mais jusqu'à ce jour, ils n'ont même pas importé une aiguille pour la population congolaise. Les Chinois ont l'argent, ils ont la technicité et tout ce qu'il faut. Mais le sérieux, c'est à nous d'être sérieux pour qu'on nous amène pas le lendemain les cancons des Angles qui vont inonder le petit commerce réservé aux Congolais. Il faut qu'on nous amène des Chinois sérieux et que nous soyons très regardants envers eux et pas qu'on nous importe de la main-d'œuvre chinoise ici pour conduire les bulldozers, les véhicules, alors que nous avons un problème de chômage de masse ici. Soyons sérieux pour que ce nouveau partenariat ou ce réaménagement profite effectivement à la population congolaise. D'abord parce que moi je ne peux pas, comme le président de la République, plaider pour l'intérêt des Chinois. C'est d'abord notre intérêt, nous devons gagner et les Chinois s'ils vont aussi gagner, tant mieux. Bilan encourageant parce qu'on va vers... on est en train de décoller, ça a toujours été facile. Le Congo, oui. On ne va pas le bâtir en une année, en 5 ans. Lui jette les jalons plutôt, jette les jalons.
Celui qui viendra après lui va faire le travail. Joseph Kongolo parlait du projet Saut de mouton qu'il a trouvé dans les tiroirs. C'est toujours comme ça. Au nom de la continuité de l'État, ceux qui vont venir après vont continuer. C'est comme ça que alors, le pays Joseph s'est construit. Kongolo, 30 secondes à vous également. Et l'opposition parle d'un bilan négatif, hein, quand on voit par exemple les dollars, les consorts. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez. Il faut qu'ils nous disent que voilà, dans 5 ans, voici là où le président devait être en termes de budget, en termes de construction des infrastructures. À ce moment-là, nous pouvions apprécier ensemble. Mais quand ce sont des déclarations en l'air, et qu'ils nous disent que dans 5 ans, voici là où le président devait être. Voici sur le plan du budget, sur le plan de construction des infrastructures, sur le niveau salarial des fonctionnaires, sur le plan. À ce moment-là, nous allons faire des appréciations. Mais le jeter comme ça dans la fosse, c'est pourquoi je te dis qu'il y a une incompétence politique collective de l'opposition, parce qu'en fait, elle n'est pas très technique. Elle n'est pas technique. Nous sentons que c'est le citoyen lambda qui parle. Ils vont maintenant présenter comme vous le souhaitez. Oui, ils doivent le faire. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'on trouve des choses sérieuses, qu'on puisse avoir des éléments d'analyse. Il ne faut pas parler comme ça et tout ça. Mais moi, je crois qu'en presque 3 ans, je considère que c'est 3 ans parce que dans les 2 premières années de cohabitation, le pays n'a pas bénéficié de grand-chose. Mais dans les 3 ans que le président de la République a travaillé, il y a des éléments substantiels de preuves comme Walter l'a dit, des jalons solides pour que celui qui viendra puisse continuer la construction sur des bases solides. Merci. Et ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les infrastructures telles qu'on les a projetées, telles qu'elles sont à l'intérieur, parce que j'ai été à l'intérieur, ce que j'ai vu et ce que je vois venir demain, je considère pratiquement qu'il y a quelque chose de visible, quelque chose d'appréciable, n'est-ce pas, pour construire, pouvoir un pays démocratique développé demain. C'est fini. Merci Joseph Kongolo, merci Walter Kouy, merci à vous fidèles téléspectateurs, particulièrement à un téléspectateur très assidu des kiosques, Papi Moulala, depuis la commune de Bandalongwa. Merci à Doudou Montiri, Karine et Bébé, l'homme de Mongafoula, Doudou Montiri, le coach de kiosque. Merci. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.